Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le samedi 11 décembre 2021. Au sommaire de cette édition, commémoration ce samedi du 6e anniversaire du massacre des civils répété opposé au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza à mairie de Bujumbura par les forces de sécurité burundaises, principalement la police. Au sommaire également, l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PODH demande une enquête approfondie sur l'origine de l'incendie qui a dévasté la prison centrale de Gitega et ainsi établir les responsabilités. Un habitant de la commune Kawaore en province Kayanza est incarcéré au cachot du commissariat provincial depuis ce vendredi, accusé d'avoir insulté le président de la République. Une accusation qualifiée de montage par certains habitants de cette commune qui explique que le prévenu serait plutôt victime d'un conflit foncier. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, je vous le disais en titre, l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PODH demande une enquête approfondie sur l'origine de l'incendie qui a dévasté la prison centrale de Gitega et ainsi établir les responsabilités. Dans une déclaration que la PODH a sortie ce vendredi, cette association rappelle aux autorités burundaises ses obligations de protéger les personnes en situation de privation de liberté, des obligations contenues dans les instruments juridiques internationaux que le Burundi a ratifiés. Le détail avec Eloge Duveremesh. De grâce, ne les laissez pas partir seuls, sans adieu de leur famille, en exergue d'une déclaration de la PODH sortie ce vendredi 10 décembre de cette année. Dans sa déclaration, l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues commence par adresser ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes de l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega en date du 7 décembre dernier. La même association leur promet de suivre de près ce dossier jusqu'à ce que justice soit faite. La PODH trouve que le fait qu'un autre incendie s'était produit dans cette même maison carcérale de Gitega au mois d'août dernier et qu'aucune mesure préventive n'ait été prise constitue un manquement grave de la part des gestionnaires de ce dit établissement pénitentiaire. Pour ce, la PODH demande une enquête indépendante et approfondie sur l'origine de l'incendie afin d'établir les responsabilités. Cette association alerte le gouvernement du Burundi sur la vétusté, le manque d'entretien de tous les lieux de détention et la surpopulation carcérale qui se manifeste dans toutes les prisons du Burundi. L'enterrement hâtif des détenus décédés au cours de cet incendie a été également déploré par la PODH. Ainsi, cette organisation de la société civile alerte les partenaires clés du Burundi comme la CICR, Croix-Rouge et les missions diplomatiques sur la gravité de ces inhumations à la hâte qui manifestent un manque de respect au corps des victimes et qui laissent des blessures dans la mémoire des familles des victimes. Toujours en page droits de l'homme et commémoration ce samedi du 6e anniversaire des massacres des civils répétés opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza à mairie de Bujumbura. Les forces de sécurité burundaises, principalement la police, ont tué des dizaines d'individus le 11 décembre 2015. C'était à la suite d'un assaut rebelle lancé peu avant l'aube sur des camps militaires en mairie de Bujumbura. La RPA revient sur certains faits qui ont caractérisé cette date. Eloge Kwizera. Samedi 12 décembre 2015, les lits de Bujumbura ont été le théâtre de scène de chaos. Des corps de jeunes tués par balles ont été découverts dans les artères de la capitale. Pas mal de corps étaient ligotés. Musaga et Nyakabiga, considérés comme les zones constatateurs les plus violentes, ont été les plus touchés. Officiellement, Gaspard Baratuza, porte-parole de la FDN, avait reconnu 87 morts. Selon Gaspard Baratuza, c'était des assaillants qui ont été tués lors de l'attaque des 3 sites militaires. Ils avaient l'intention de s'attaquer aux camps militaires pour se procurer des armes et des munitions pour libérer ensuite des prisonniers dans différentes prisons, avait-il déclaré. Pourtant, il s'était avéré que la plupart des personnes tuées étaient des domestiques ou des jeunes chefs de famille qui étaient chez eux. Dans une déclaration publiée le 29 janvier 2016, Amnesty International indiquait qu'en menant des opérations de ratissage dans plusieurs quartiers prétendument affiliés à l'opposition, à savoir Nyakabiga, Musaga, Mutakura, Chibitoke, Jabe et Ngagara,
Les agents de sécurité sont entrés de force dans des habitations, ont traîné des hommes hors de leur domicile et ont tiré sur certains d'entre eux à bout portant. Pour cette organisation internationale de défense des droits humains, des images satellitaires, des enregistrements vidéo et des témoignages qu'elle a pu analyser démontraient de manière convaincante que les autorités burundaises auraient enterré dans des fosses communes des individus tués par les forces de police le 11 décembre 2015. Mis en rapport avec le retrait de bon nombre de corps par les forces de sécurité, Abba qui n'est pu être identifié, avait déclaré Amnesty International, c'était là de preuve d'une volonté délibérée de dissimuler ces agissements et d'empêcher la conduite d'une véritable enquête sur les événements du 11 décembre. À l'occasion de la commémoration de ces massacres, 12 organisations de la société civile burundaise indépendante ont sorti une déclaration pour la mémoire des victimes de ces crimes. Maître Dieudonné Bachachizé s'exprime au nom de ces organisations. Et si on essaie de revenir sur les faits qui ont caractérisé ces massacres, en date du 11, il y a des groupes non identifiés qui ont attaqué des camps militaires se trouvant dans la ville de Bujumbura et en dehors. À la fin de la matinée du 11 décembre 2015, le porte-parole de l'armée de l'époque a rendu public un communiqué dans lequel il expliquait que les assaillants ont été mis en déroute et qu'ils en ont tué une douzaine et que la sécurité est maîtrisée, qu'il n'y a plus donc d'hostilité armée. Curieusement, alors que les habitants de Bujumbura croyaient que la calmie est revenue, dans la nuit du 11 décembre, les gens issus des services de sécurité, de la police et des Imbonerakure ont envahi les quartiers dits contestataires, Musaga, Ngagara, Nyakabiga, Mutakura, Chibitoki, pour extraire les gens dans leur maison. Ils les ont ligotés, ils les ont achevés par une balle dans la tête, et au petit matin, les cadavres jonchaient les rues en termes de centaines. Pour essayer de cacher ces preuves macabres, ils ont intimidé les gens pour qu'ils restent à l'intérieur de leur maison, au moment où les Imbonerakure et les éléments des forces de défense et de sécurité essayaient d'évacuer ces centaines de cadavres des rues de ces quartiers contestataires avec les véhicules de l'administration, spécialement les véhicules de la mairie de Bujumbura affectés aux différentes zones et communes. Et vous vous souviendrez des images satellitaires qui ont été rendues publiques par l'Amnesty International qui montraient les fosses communes creusées à la va-vite autour de Bujumbura. Dans l'après-midi du 12 toujours, alors que les communiqués qui sont rendus publics par l'armée ont des procédures et des canaux dans lesquels ils doivent passer, un autre communiqué est revenu à la charge le lendemain, donc le 12, pour porter le bilan à plus de 87. Certaines personnes estiment que dans la nuit du 11 au 12, plus de 300 personnes ont été tuées. Mais curieusement, jusqu'à maintenant, aucune enquête crédible n'a eu lieu, aucun responsable n'a été présenté devant la justice pour être jugé. Les victimes vivent dans l'angoisse et la douleur. Les auteurs bénéficient d'une protection de la part du régime burundais. Maître Dieudonné Bachachizé promet aux familles des victimes qu'ils sont toujours à la quête d'une justice pour les leurs auprès de la Cour pénale internationale, CPI. La société civile donc honore la mémoire de ces illustres disparus qui ont été tués par un gouvernement qui était censé les protéger, et nous continuons à réclamer la justice auprès du pouvoir burundais qui doit se ressaisir, et nous continuons à réclamer aussi la poursuite des enquêtes auprès de la Cour pénale internationale pour briser le cycle de l'impunité, pour briser cette culture de l'impunité chronique qui fait que le Burundi vive toujours dans la hantise de la résurgence et de la violence. Donc, commémorons ce 6e anniversaire au moment où les crimes contre l'humanité continuent, comme l'a si bien souligné la Commission internationale d'enquête sur le Burundi qui vient de clore ses activités. Et nous regrettons que jusqu'à maintenant, le chef de la diplomatie burundaise refuse toujours aux Nations Unies l'accès au territoire, une façon de confirmer que le gouvernement a beaucoup de choses à cacher. Donc, je pense que les Burundais doivent être conscients de cette situation et exiger auprès de leur gouvernement
plus de transparence et plus de respect des droits de la personne humaine. Le Burundi ne doit pas rester en marge des valeurs universellement partagées par l'humanité. L'intolérance politique s'installe peu à peu en zone Mbirizi de la commune Gatara en province de Kayanza. À l'espace de 2 semaines seulement, 3 membres du parti CNR ont été battus par des Imbonerakure. La situation de certains d'entre les victimes est pour le moment critique. Le point avec Eric Nyonzima. Atangimana, membre du parti CNR, est le dernier de la liste des victimes de la violence des Imbonerakure qui l'ont roué de coups le 28 novembre à son domicile de Coline Kibenga, zone Mbirizi de la commune Gatara en province Kayanza. Il était accusé de détention d'armes. Des Imbonerakure qui l'ont agressé étaient conduits par Mederiko, surnommé Kamoso, et Issa Kabera. La deuxième victime, spécieuse, Linda Magambo, est une femme âgée de 58 ans. Elle a été frappée par le directeur de l'école fondamentale de Kibenga, zone Mbirizi, du nom d'Otatien Nyonguru, accompagné par Claude, responsable des Imbonerakure en commune Gatara, le 25 novembre. Le motif des coups portés contre cette vieille femme, son choix de vote parti CNR. Pour le moment, elle est soignée au centre de santé de Maranja, dans la zone Mbirizi. L'autre membre du parti CNR victime de coups le 25 du mois de novembre s'appelle Maurice Balinayer, âgé de 68 ans. Il a été frappé par le chef de la colline, Kibaribari, du nom de Claude, sous le même motif d'accusation de détention d'armes. Ce vieil victime d'agression est aussi soigné au centre de santé de Marangia, en zone Birizi. Les membres du parti CNR disent être harcelés pour les refus d'adhérer au parti CNDD-FDD. Ils demandent à ce que les violences exercées contre eux cessent. À propos de ces violences, nous n'avons pas pu joindre Sylvain Kakuyano, administrateur de la commune Gatara, pour complément d'information. Parlant toujours aux droits de l'homme, un habitant de la commune Kabarore en province de Kayanza est incarcéré au cachot du commissariat provincial depuis ce vendredi. Il est accusé par le gouverneur de cette province d'avoir insulté le président de la République, une accusation sans fondement selon certains habitants de la commune Kabarore, car l'accusé serait plutôt victime d'un conflit qui oppose à l'homme d'affaires Vincent Dagijimana qui exploite les minerais en commune Kabarore. Reportage signé Marie-Angélique Lacoste. La victime s'appelle Deon Durenga, originaire de la commune Kabarore. Il était écroué dans un cachot juste pour avoir refusé de s'associer avec un commerçant de la place dans l'extraction des minéraux se trouvant sur propriété située sur la colline Mutana. Selon notre source à Kabarore, Deo exploitait ses terres depuis longtemps avant que Vincent Dagijimana, homme d'affaires qui exploite les minéraux de la commune Kabarore, ne le contraint à collaborer avec lui. C'était en 2017. Ayant accepté ce marché à contre-cœur, Deo finira par en avoir assez de se contenter de ce que Vincent consentait à lui donner, d'où il a porté plainte auprès de la société BME qui a gagné le marché d'exploitation des minéraux de cet endroit. Notre source révèle que la dite société a donné raison à Deo et prévoyait le rétablir dans ses droits le 13 décembre de cette année. Mais cette décision ne sera pas mise en application car, poursuivent nos sources, ce vendredi, le gouverneur de la province Kayanza a convoqué Deo dans son bureau et l'a accusé d'outrage au chef de l'État, une accusation mensongère selon les habitants de la commune Kabarore qui pensent que c'était une astuce de l'écarter au profit de l'homme d'affaires Vincent Dagijimana. Hier, le gouverneur l'a fait venir dans son bureau. Il était lui aussi au courant de l'affaire. Il lui a alors dit qu'il devait l'emprisonner pour outrage au chef de l'État, car Deo, dans ses propos, avait dit qu'il fera recours au chef de l'État si cela s'avérait nécessaire. Au fait, c'est une malheureuse victime et l'entreprise BME devrait lui restituer la totalité de ses terres ce 13 décembre. Les habitants de la commune Kabarore accusent l'homme d'affaires Vincent Dagijimana de les persécuter sous prétexte qu'il est considéré dans cette commune comme un petit dieu dans le secteur minier.
Toute personne qui travaille dans le secteur minier doit se plier à ces exigences, à savoir nous verser 50% de leur rendement. Si par exemple on reçoit 50 millions, il doit prendre 25 millions et vous partagez le reste, peu importe si vous êtes à 5 ou plus. Il se considère comme un petit dieu ici à Kabarore. Comme l'indiquent toujours nos sources, ce commerçant n'en est pas à sa première victime, car Deo n'est pas le seul à avoir été emprisonné sur ses ordres. Deo est la 5e victime incarcérée à cause de Vincent dans cette commune de Kabarore, après avoir fait incarcérer Pascal Nzobonanhira à la prison centrale d'Ongozi. Il s'en est pris à un autre du nom de Séverin, habitant la colline Kibuba. Pascal vient de passer une année en prison et Séverin n'est toujours pas libre, et il y en a d'autres. Les habitants de la commune Kabarore demandent au président de la République d'envoyer une délégation pour s'enquérir de la situation, vu que cet homme d'affaires a acheté le silence de toutes les autorités administratives et policières de la province Kayanza. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le colonel Rémi Chichahayo, gouverneur de la province Kayanza, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Son téléphone sonnait sans que personne ne le décroche. De Kayanza pour nous rendre à Maro, toujours en page droits de l'homme, un habitant de la commune Risolo vient de passer 3 jours sans que sa famille soit au courant de ces nouvelles. Cette même famille déclare l'avoir cherché en vain. Le point avec est revu Seigneur Mungue. Jadagon Abiman de la sous-colline Kachir, colline qui voga de la commune Risolo en province Moire, vient de passer 3 jours porte disparu. Notre source nous informe que Jadagon Abimana avait quitté Gitega, son mercredi, où il travaille dans l'association Dynamique Africa à route vers la ville de Bujumbura. Ses proches l'ont attendu en V. Vers la soirée, ils ont essayé de contacter par téléphone et il a répondu qu'il assistait à un match de football. Quand ils ont appelé encore, le téléphone était éteint. Il est parti à Bujumbura, cela fait 3 jours. Nous l'avons contacté, il nous a dit qu'il assistait à un match de football. 3 jours viennent de passer, sans aucune de ces nouvelles, à son téléphone ou ailleurs. À cause des appréhensions de la famille, il y a ces derniers temps, des personnes disparues étaient en cas de recherche des cadavres sont découverts, déclarait-on fait par un habitant de Gitega. S'il est emprisonné ou mort, il faut que nous en soyons informés pour lui fournir de la nourriture ou l'enterrer en toute dignité. Il n'avait de litige foncier quelconque, ni contact de dette, et il n'était nullement impliqué dans des activités politiques. Sa famille demande à quiconque connaîtrait sa trace de l'informer en cas d'exécution extrajudiciaire de voir son corps. Nous avons cherché à contacter le porte-parole de la police sans toutefois le joindre au téléphone. Merci à toi aussi, Revu Seigneur Mungere. Après cette petite transition, nous parlons santé. Les factures impayées du gouvernement burundais envers les structures d'ossuaires dans presque tout le pays exacerbent la situation des patients. Selon ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé, des centres sanitaires ne parviennent plus à s'approvisionner en médicaments adéquats à différentes maladies et infections suite au manque de moyens. Une prescription médicale qui valait 15 000 francs burundais, aujourd'hui se varie à 45 000 francs. C'est un reportage signé Francine Mahor. Le manque criant aux carences de médicaments efficaces à certaines maladies se manifeste surtout aux centres de santé et dispensaires implantés à l'intérieur du pays. Des structures de ceux qui manquent de moyens pour s'approvisionner suite aux dettes que l'État encaisse envers elles. L'un des prestataires de services de santé raconte. Certains établissements sanitaires font face à l'insolvabilité du gouvernement à leur égard. Le peu d'argent sur leur compte a été épuisé. Il en découle le manque de médicaments chez ces établissements. Les prix ont connu une hausse vertigineuse, comme les spécialités qui ont triplé. Un médicament qui coûtait 15 000 francs s'achète actuellement à 45 000 francs burundais.
Ainsi donc, la santé des citoyens se détériore à cet effet. Des médicaments appropriés ne sont pas disponibles. Faute de moyens pour se procurer les spécialités, de nombreux patients se rabattent au centre de santé où on leur administre des génériques. Suite à ce manque de médicaments appropriés et efficaces, la situation des malades ne s'améliore guère. La population demande à Gitega de s'associer davantage à l'élevé sanitaire afin qu'elle aussi puisse répondre favorablement à ces exigences. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. La prévention de la malnutrition ne s'améliore pas au Burundi, surtout pour les enfants de l'âge compris entre 6 et 23 mois. L'UNICEF indique qu'au lieu de protéger les enfants contre cette malnutrition, la situation se détériore car plus de 50 000 enfants souffrent de la malnutrition. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Aucune amélioration en ce qui concerne la malnutrition aiguë au Burundi au fil des années car actuellement la malnutrition a augmenté de 6% par rapport aux années précédentes. Selon l'UNICEF, au Burundi, seuls plus de 6% des enfants reçoivent le minimum du régime alimentaire acceptable. Ici, l'UNICEF fait savoir que 58 000 enfants de moins de 5 ans sont à risque de la malnutrition avec cette année 2021. Si rien n'est fait dans l'immédiat pour résoudre ce problème. À côté de cela, l'UNICEF fait savoir que certaines maladies à port potentiel épidémique restent répandues dans tout le pays. C'est notamment la rougeole, la COVID-19, de même que la paludisme. En plus, le système de santé et les installations au niveau communautaire restent fragiles, ce qui fait que le 1/5 de la population n'a pas accès aux soins de santé primaires. Pire encore, actuellement, il y a eu une augmentation de 14% des cas de paludisme par rapport à la même période l'année dernière. De plus, 490 cas de rougeole ont été enregistrés dans 31 districts sanitaires sur les 47 se trouvant dans le pays. Merci à toi aussi, Dani Claire. Il la trouve. Au lendemain de la Journée internationale des droits de l'homme, certains droits des détenus sont toujours bafoués au Burundi. C'est le problème de surpeuplement des prisons que nous allons évoquer dans le mini-magazine au cœur de la société, présenté par Emile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils sont plus de 12 000, les détenus enregistrés dans différentes prisons du Burundi selon la PRODERACH. Cette organisation de défense des droits de l'homme et des détenus signale que ces prisons avaient pourtant la capacité d'accueillir un tiers seulement de ces détenus. Quelle est alors la solution à ce problème de surpopulation dans les prisons? C'est le sujet du mini-magazine au cœur de la société de ce 11 décembre 2021. À la présentation, c'est Emile Nivasumba. Bienvenue dans son mini-magazine de la synergie des médias RPA, Inzamba et Renaissance. Dans les différentes prisons du pays, les détenus dépassent l'effectif des 12 000, certaines d'entre elles abritant même le quadruple ou le quintuple de leur capacité. Vanessa Mohiteka de la radio Inzamba nous donne des détails sur ces effectifs. Pour une capacité d'accueil de 4 194 détenus sur les 11 prisons et 2 centres de correction des mineurs, 12 878 détenus et 124 nourrissons occupaient ces maisons de détention jusqu'au 26 novembre selon le rapport de l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PRODERACH. Cette organisation cite les prisons de Mimba à Bujumbura où on trouvait 4 631 détenus pour une capacité d'accueil de 800. La prison de Moravia avec 848 détenus pour une capacité d'accueil de 100 personnes ou à Gitega avec 1525 personnes emprisonnées pour une capacité d'accueil de 400. La prison des hommes à Ngozi comptait 1717 prisonniers pour une capacité d'accueil de 400 personnes. La prison de Rutana comptait 5702 détenus pour une capacité d'accueil de 350 personnes, tandis que la prison de Luyigi se trouvait à 971 prisonniers pour une capacité de 300 personnes.
Celle de Bubanza, 532 pour une capacité d'accueil de 100 personnes. Cette situation carcérale montre que la surpopulation va son plein dans tous les établissements pénitentiaires du Burundi, avec des taux d'occupation qui dépassent 100%, à l'exception de 2 centres de correction des mineurs de Luyigi, le Mongué et la prison d'Ongozi pour les femmes. Le total des prévenus était de 6 555 et le total des condamnés était de 6 323. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le président de la PRODH, Pierre Claver Mbonima, a proposé certaines pistes pour désengorger les prisons. Il y a beaucoup de prisonniers qui ont été condamnés et qui ont déjà purgé les peines. Il y a d'autres qui ont été relaxés et je dirais acquittés, mais qui se trouvent toujours dans les prisons. Pourquoi ces prisonniers restent toujours là alors qu'ils ont déjà purgé les peines? Il y a d'autres prisonniers qui ont déjà purgé le quart de la peine. La loi l'aurait de suivre sa prison à la maison. Une fois qu'ils se comportent mal, on pourra le réarrêter et l'amener encore à la prison. Nous avons constaté qu'il y a des prisonniers qui passent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même plus, sans être jugés. Alors que, normalement, une fois que tu es arrêté, le magistrat doit vous appeler dans les 15 jours qui suivent et le 4e jour, il doit te présenter devant le juge. Mais on ne le fait pas. On voit qu'un prisonnier peut passer 6 mois sans être présenté devant le juge, même plus de 6 mois. Et le plus souvent, les avocats interviennent uniquement pour la mise à détention illégale. Les prisonniers qui ont été incarcérés à cause de petites infractions. Par exemple, celui qui est incarcéré pour une infraction et qui ne peut pas être puni à plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ces prisonniers ne devaient pas être en prison. Ils pouvaient être poursuivis étant à l'extérieur. Et une fois condamnés, ils pourront alors être arrêtés et purger les peines. Il faut franchement mettre en prison celui qui a commis par exemple un crime, mais celui qui a commis une petite faute, il peut rester à la maison et être poursuivi étant à la maison. Même s'il est condamné, il y a moyen de rester à la maison et faire des travaux d'intérêt général à la place de la prison. Tout ça, ce sont des façons que le gouvernement, le ministère de la Justice, devait prendre en considération pour désengorger les prisons. Et le gouvernement n'a pas voulu changer la situation des prisons parce que ils ont pris les prisons comme un instrument de vengeance. L'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH, indique que jusqu'au 26 novembre 2021, les prisons avaient plus de 8000 détenus supplémentaires par rapport à leur capacité d'accueil. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 11 décembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Niwasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre théorie attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimagit. Bon week-end à tous.